Oh. Bon, ben, je vous invite à l'apéritif. Et je propose qu'on passe à table rapidement. Merci Serge de nous accueillir dans ta belle ville d'Orléans. Merci Hervé. Merci à vous toutes et tous. Enfin, c'est tout ça. D'abord, je vous dois à la fois excuses et explications. Excuses et explications parce que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui à Orléans, étaient à la Mutualité il y a 13 ans. Beaucoup d'entre vous. Et quand voilà, cette idée recréer cette famille d'indépendants, de démocrates et d'indépendants, a été lancée, vous m'avez fait confiance. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment à la Mutualité. Évidemment Simone, sa dernière apparition publique, mais aussi tous les élus toute la journée qui venaient de Calédonie, de Polynésie, de l'Ardèche, de la Réunion, Nassima. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose quand même, un truc qui n'existait pas. Il y avait 600 ou 700 personnes dans la rue qui n'ont pas pu rentrer. Et donc, vous m'avez fait confiance et je suis parti. Vous avez compris pourquoi, je pense. J'ai été atteint d'une sérieuse maladie, on va dire. Mais j'en suis très bien sorti, sauf que j'ai fait une rechute. Et c'est au moment de la rechute, alors que j'étais soigné dans un hôpital extraordinaire, Percy, avec des équipes médicales, que je me suis dit, Jean-Louis, c'est ton corps qui te parle. Ton corps te dit stop. Ton corps te dit Valenciennes, 12 ans, le gouvernement, 11 ans, dans des fonctions qui étaient les plus passionnantes, puisqu'elles touchaient à l'humain, mais quand même les plus complexes. Les quartiers, les banlieues, le logement, l'énergie, l'emploi, la formation professionnelle, j'en passe, et des meilleurs, le climat, l'écologie, avec les tensions qu'il y avait à l'époque. C'est parce que ceux qui pensent que le Grenelle, c'était juste, on fait une partie de Bonneto, on invite des gens qui se parlent jamais, et pour éviter qu'ils se foutent sur la gueule, on recrute un animateur de salle que j'étais et que ça va bien. C'est pas ça du tout. Vous savez quelle est la leçon du Grenelle? Il n'y en a qu'une. C'est que sur 90% des sujets, il y a beaucoup plus de malentendus que de désaccords. Lorsqu'on va au fond d'une problématique, vraiment, qu'on se donne les centaines d'heures d'analyse et de documentation, vous allez voir que sur 90%, la solution va être partagée. Alors, je voulais simplement vous dire que j'ai été épuisé, j'ai joué ma peau, et ensuite, il ne faut jamais rôder, parce que vous ne permettez pas à vos successeurs de se déployer. C'est tellement facile, les petites phrases de tel ou tel journaliste, j'ai croisé Jean-Louis qui a dit que... Enfin, et il faut savoir partir, vraiment. Je ne pouvais pas rester, je n'avais pas la force. Je trouvais que c'était d'ailleurs indigne de rester député, parce que je trouvais que je n'avais pas les capacités physiques et que je suis vraiment parti. Alors parti en Afrique pendant 4 ans, puis j'ai fait d'autres choses, d'autres vies, une vie très agréable. Et il fallait qu'il y ait Hervé
qui me sort de ma tanière en m'appelant il y a un mois. J'ai dit oui, bien sûr. J'ai dit oui, bien sûr, pas du tout pour avoir envie de rejouer un rôle personnel, direct, de premier plan, c'est pas mon propos. Mais parce que, avec tout ce temps, j'ai réfléchi à la situation de notre pays, sans amour et sans haine. Et je vous livre aujourd'hui, ça ne va pas durer très longtemps, mon analyse et ma conviction, et je crois le chemin possible pour notre pays. L'analyse d'abord. Comment se fait-il que dans un pays aussi extraordinaire, avec autant de talent, puisqu'ils ont fermé la N118, je suis passé par la départementale, j'ai fait tout le plateau de Saclay pendant 50 minutes, et donc j'avais avec bonheur ce centre de recherche extraordinaire qui est quand même la plus grande concentration de médailles Fields du monde. Donc la France est aussi ça. Mais comment se fait-il que l'indice de développement humain, qui est publié tous les ans par l'ONU, et fait passer la France de la 2e place en 1995 à la 29e place aujourd'hui. Je dis bien l'indice de développement humain. Comment se fait-il que nous rentrions dans une crise du nid? La crise du nid, c'est la crise du logement. Comment est-ce imaginable qu'on soit en train de produire 2 fois moins de capacité d'accueil pour les mamans? On appelle ça du logement. L'état de nos prisons, nous venons d'être condamnés pour la 13e fois pour traitement indigne. L'état de notre chaîne judiciaire, l'état de notre hôpital, l'état de notre jeunesse, les rapports PISA les uns après les autres. Cher président de département, laisse-eux. Comment se fait-il? Est-ce que la question c'est... Alors, comment se fait-il qu'on se dégrade, sachant que c'est plus grave chez nous qu'ailleurs? Pourquoi? Parce que la France a un drôle de truc. La France, d'abord, c'est une histoire, mais c'est surtout la première communauté arabo-musulmane d'Europe, c'est la première communauté juive d'Europe, c'est la première communauté chinoise d'Europe, c'est la première république laïque, ou à peu près, et la fille aînée de l'Église. Et la capacité à faire la cigale, puis à tuer la cigale. Et donc, c'est très grave, la dégradation des fondamentaux de notre pays. Et on ne se rend pas compte que les poutres essentielles qui nous permettent de faire nation se fissurent. L'état de la jeunesse de France est absolument invraisemblable, mais on s'y habitue. Et en face de ça, nous avons un déficit public de 168 milliards. Pas de 40, de 168. Alors si la question c'est de la faute de ce gouvernement, celui d'avant, celui d'avant-avant, on les vire, on en met d'autres, sans avoir réfléchi à notre modèle, c'est une blague. Évidemment que ce n'est pas le sujet. Alors moi j'ai voulu ouvrir le capot de la voiture, j'ai mis ça sur un petit truc que j'ai dicté qui s'appelle l'alarme, pour essayer de comprendre avec des élus, des gouvernements, de gens brillants, honnêtes, pas corrompus, qui se donnent du mal, parce que tout ça en plus c'est ça la réalité. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord avec tel ou tel, mais enfin fondamentalement, c'est des gens engagés. Qu'est-ce qui se passe de manière systémique pour qu'on en soit là? Alors, je veux dire, pour moi, il y a 2 raisons. Il y a une raison d'une illusion organisationnelle. Je m'explique. Tout système, qu'il soit public, militaire, religieux, syndical, entreprise, a besoin d'avoir un type d'organisation. Qui répond à qui? Qui décide et qui est contrôlé par qui? Un mode d'organisation. Et nous vivons dans l'illusion d'un État centralisé. Si je fais un sondage dans la rue, je dis, est-ce que l'État est centralisé? On va me répondre oui à 95%. Or, rien n'est plus faux. La France n'est plus un État centralisé,
c'est une action publique émiettée et cloisonnée. Je m'explique. Et on vit toujours dans cette illusion. La cour est toujours à Paris, bien sûr. Les luttes d'influence sont toujours à Paris. Mais les capacités opérationnelles ne sont pas à Paris. En tous les cas, ne sont pas dans l'État central. Est-ce que... Je crois qu'on n'a pas du tout tiré les leçons de ce qui s'est passé de 1945 à nos jours. En gros, Conseil national de la résistance, les choses sont simples. L'État qui est fondé à ce moment-là, c'est l'État fait tout et les communistes font la Sécu. Donc, je résume, hein, c'était assez clair. Alors la Sécu, un peu plus que la Sécu, mais enfin en gros c'était la Sécu. Et puis entre les communistes, la CGT et le patronat, le CNPF de l'époque, on se foutait sur la gueule pour faire de la norme. Enfin à 3h du matin, on se mettait quand même d'accord, on posait les revolvers parce qu'on était tous issus de la résistance. Donc la France, un pays centralisé, organisé, et il y avait une forme de paritarisme quand 42% des salariés français, par ailleurs, étaient syndiqués. Donc c'était assez clair. Et puis petit à petit, les choses ont évolué. Pour de bonnes raisons. Quand on arrive à un accident, c'est une succession de bonnes raisons qui finissent par devenir de mauvaises raisons, de mauvaises organisations. Mais au départ, c'est des choses intelligentes. Donc on a commencé à vouloir rapprocher. Donc on a d'abord les départements ne sont plus sous la coupe du préfet. Puis on a créé des régions. Puis les agglos. Puis les métropoles. Et puis les autorités indépendantes. 20 autorités indépendantes, des fonctions qui étaient faites par l'État avant. Puis il y a l'Europe. Et donc l'État a perdu sa capacité de gestion de sa propre monnaie, d'éventuelles dévaluations compétitives, enfin bref. Et puis des normes européennes, et puis des programmes européens, et des façons de regarder européens. Donc la vérité, c'est que l'État central s'est dépouillé sans qu'il y ait d'autres pouvoirs qui se soient mis en place réellement. Je m'explique. Si on prend les chiffres simples, je vous en donnerai que 3. Les recettes de l'État, c'est moins de 300 milliards, c'est-à-dire en gros la même chose que les collectivités. Et le paritarisme, c'est pas loin de 500 milliards. C'est-à-dire que si on regarde comment fonctionne l'action publique, l'action pour les mamans, l'action pour les gamins, l'action pour les agriculteurs, toute l'action. En réalité, le petit joueur, en termes de masse opératoire, c'est l'État. Et donc, on a un système qui est complètement émietté, un tissu local sans pouvoir normatif, c'est-à-dire que le département ne décide pas sa norme en matière d'ASSE, ça, pas du tout. C'est un exécutant. Pas plus d'ailleurs que la région. Donc on transfère des pouvoirs, mais sans transférer la législation et le pouvoir normatif. Résultat des courses, on a une embolie de décrets et d'arrêtés, 620 000 en cours, gérés par la machine administrative centrale. Et pour la moindre action, vous n'avez jamais moins de 7 opérateurs ou financeurs. Je donne l'exemple tout simple. Le commissariat de Boulogne, Billancourt, que connaît bien, enfin Boulogne-sur-Seine maintenant, que connaît bien Hervé. Il y a 23 ans, il a été décidé qu'il était dans les 20 à réformer à rénover le plus vite possible. Simplement, quand c'est décidé et annoncé par l'État central, le ministre de l'Intérieur de l'époque, la question c'est que comme l'État n'a pas de sous, l'État commence l'année avec un déficit gigantesque. Pour faire l'opération, on appelle ça, nous, on a inventé le cofinancement. Le cofinancement, c'est le truc où c'est tout le monde qui a un petit avis, une petite idée. C'est ça le cofinancement. Voilà. Et donc, pour pouvoir faire le commissariat, il faut l'argent de la ville de Boulogne. Puis, de l'agglomération des Boucs de la Seine. Je crois que ça a changé de nom, mais enfin, ça s'appelait comme ça. Mais le département des Hauts-de-Seine.
puis la région Île-de-France, puis le gestionnaire des fonds FEDER, puis évidemment Bercy, et évidemment le ministère de l'Intérieur, et évidemment une interministérielle à Matignon. Bon, on en est à la 53e réunion, avec plus de 50 personnes par réunion. Évidemment que quand le commissariat se fera, il sera plus au bon endroit, plus avec les bonnes contraintes, plus les bonnes spécifiques. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais si vous voulez faire un judo ici, à Orléans, ben ça va être strictement pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune organisation au monde, aucune, qui soit désorganisée comme ça. Alors ça a toutes les apparences, et du coup, le coût de la coordination, de la communication, de la justification de chacun des fiefs, le paritarisme, c'est 8000 organismes. 8000. Et j'ai oublié de parler des 1180 organismes publics. Donc la France, c'est un truc. Que ça tienne quasi debout, déjà, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas transféré à la province les pouvoirs qu'on a prétendu transférer. C'est ça la réalité. Donc on n'est ni un État centralisé, c'est terminé, ni un État fédéral. On est dans un système hybridé qui est totalement ruineux et totalement inefficace. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que, moi, quand j'entends dire c'est tel gouvernement, ça m'agace, parce que c'est notre illusion collective. On continue à croire que la parole divine, mercique, est performative. Enfin, après, s'il a dit ça, machin, mais c'est complètement. Alors, ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que les 168 milliards de déficit, mes enfants, ils sont flatteurs par rapport à la réalité de la dégradation. Parce que moi, j'ai vu avant-hier, ou il y a 3 jours, aux 20h, un sujet sur l'état de délabrement des logements des gendarmes. Vous avez vu ce sujet ? Mais je peux vous faire le même sujet sur l'état des prisons. Je veux dire, la réalité de notre organisation, parce qu'on est dirigé par des gens intelligents, c'est pas le problème, et honnête une fois de plus, et qui bossent, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est notre totale non-organisation. Il va bien falloir choisir ou revenir à un État centralisé, modernisé à la marge, ou avoir le bloc des actions pour les mamans, les enfants, les jeunes, le soutien des uns et des autres, le logement, l'écologie, un bloc province, avec un parlement de province, avec des règles de la province, et que l'État, lui, s'occupe de la prévision, la prospective, la sécurité, la défense, l'espace, voilà. Et il n'y a pas de guerre. Au fond, la monarchie administrative a voulu faire croire que la République, c'était l'État. Non, une République bien administrée est une République administrée aux endroits pertinents, avec les contrôles pertinents. Excusez-moi de vous dire, ça ne peut pas être autrement. Donc on est confronté. Alors les chiffres, ils sont très très clairs. Hein. Je parle bien de la désorganisation. Je ne dis pas il y a trop de fonctionnaires. C'est pas ça que je dis. La désorganisation de notre système nous coûte. Alors l'OCDE dit 90 milliards. Moi je vous dis 140, entre 120 et 140. Et surtout 5 ans d'efficacité dans la prise de décision. Donc, le système, vous pouvez mettre 3 rustines aujourd'hui, faire changer, tant qu'on n'aura pas une action publique organisée, où on sait qui fait quoi, qui rend des comptes à qui, je veux dire, mes enfants, c'est impossible. Je vous mets au défi, vous, dans cette salle, moi je me mets au défi, d'y comprendre quoi que ce soit entre les différents guichets sur les différents sujets de notre pays. C'est indémerdable. Y compris pour les travailleurs sociaux. Enfin, sujet, puisque grâce à Laurent, j'ai passé, parce que Orléans, vraiment, se caractérise comme une ville incroyable en ce qui concerne le soutien à la jeunesse, qui est un sujet que je veux aborder juste après avec vous. Enfin,
avoir l'équipe de département, l'équipe de la CAF, l'équipe de la politique de la ville, mes enfants, mais avec, on rencontre, on fait des rapports, enfin, mais tout ça est complètement fou. C'est complètement fou. Donc il va bien falloir qu'on pose la question aux Français, quel type d'organisation voulez-vous? Voilà, ça me paraît assez clair. Et puis on a un deuxième problème qui est un problème culturel. Je m'explique. Où sont passées les abeilles? Dans tout système de biodiversité, tout système humain, on sait qu'il faut qu'il y ait de la pollinisation. Donc il faut qu'il y ait des sucs différents, des fleurs différentes pour enrichir et faire quelque chose. D'accord? Et d'ailleurs, quand vous avez un groupe humain, vous prenez un groupe de 10, vous allez avoir un regard d'ouvriers, de polytechniciens, de profs de sciences nat, de kinésithérapeutes, de médecins, de pianistes dans un bordel, enfin bon. Et dans le groupe, il y aura toujours un inspecteur ou un contrôleur. On appelle ça des managers. Vous savez, ceux qui coordonnent le travail des autres, qui est absolument indispensable comme fonction, évidemment indispensable. Et donc, ça marche bien comme ça. Donc, on regarde un sujet et dans l'action, elle est pollinisée aussi. À quel moment la tribu meurt? La tribu meurt quand elle n'est plus pollinisée, c'est-à-dire quand un des regards a pris le pas sur tous les autres. Et sans qu'on y prenne garde, pour les raisons que je disais de dislocation, la culture du contrôle du travail des autres, que vous appeliez ça l'inspection des finances, le Conseil d'État, la Cour des comptes, peu importe, l'IGAS, peu importe, composé de gens brillants, honnêtes, courageux, à titre individuel, c'est pas le sujet. Mais tous ensemble, ils ont le même regard non pollinisé sur la société. Et ça, mes enfants, c'est plus possible. Ça, c'est mortel. Et je vais vous donner 2 exemples. Je veux pas vous embêter. Vous avez été peinard 13 ans. Je vous rassure, on se revoit que dans 13 ans. J'ai 2 exemples très simples. Il y a 18 ans, un peu moins de 20 ans, les hôpitaux français étaient en gros gérés par les médecins, avec la commission médicale. Et puis il y avait l'élu qui présidait le conseil de, je sais pas quoi, de surveillance, parce que c'était le rapport à la population, quoi. Bon, c'était pas le directeur, hein, mais bon. Et à l'époque, l'hôpital français, c'était 5,2% de frais de structure. Jusqu'au jour où les contrôleurs du travail des autres, les petits hommes en gris, ont dit non mais les médecins c'est fait pour soigner, nous on va gérer. Alors ils ont inventé une nomenclature des actes d'hôpitaux, 9000 actes. Il va bien falloir remplir la nomenclature. Je vous le dis en un chiffre simple, nous sommes passés de 5% à 34% de frais de structure dans l'hôpital français. C'est ça la réalité. Et ce n'est pas de la faute du personnel administratif de l'hôpital qui n'est évidemment pas en cause. C'est que notre culture du contrôle, pourquoi on crée de la norme? Mais on crée de la norme parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que de la norme. Parce qu'ils n'ont ni l'oseille ni les équipes. Donc on crée de la norme. On est passé de 222 000 décrets à 440 000 décrets en 10 ans, ministériels. On crée de la norme. On a tellement de normes, les enfants, qu'on est quand même un des seuls pays au monde qui a même une commission de contrôle des sondages. Ah oui, non mais ça c'est l'apothéose, elle n'est pas bien grave, mais elle illustre tellement la situation. Alors moi je vais vous dire, je suis convaincu qu'il faut parler aux Français pour leur dire quel type d'organisation vous voulez. Et il faut absolument que des gens d'origine, de culture différentes que simplement la toute... Parce que ça s'est fait comment cette affaire? En fait, vous regardez le film, c'est assez simple. Ça part d'une super bonne idée toujours. Vous vous souvenez que le président Mitterrand avait nationalisé une partie de l'économie française. Puis Édouard Balladur, ex-qualité d'exécutif, ministre de l'économie, privatise. Mais quand on privatise, il ne faut quand même pas charrier. Il faut quand même qu'il y ait un noyau dur qui contrôle ça un peu. Et donc on fait des noyaux durs, on met à tête de noyau dur qui? La personne du bureau d'à côté. Et c'est comme ça que donc à Bercy, c'est comme ça que petit à petit,
les assurances, les banques, les retraites privées, les zinzins en général, puis les entreprises régulées ont été pris de manière dominante par la culture des fermiers généraux. C'est ça ce qui s'est passé. Et comme ce sont des gens qui, à titre personnel, sont brillantissimes, ils ont été par ailleurs bons dans la fonction qu'ils exercent, sauf que tous ensemble, ils sont devenus, la France, avant c'était un pays d'agriculteurs, d'ouvriers, de producteurs, d'ingénieurs. On disait pas assez de commerçants d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est devenu un pays de contrôleurs et d'inspecteurs. Regardez le nombre de contrôleurs et d'inspecteurs qui existent dans ce pays, c'est absolument invraisemblable. L'apothéose étant l'ARS. Entre la tutelle et l'hôpital, où on a mis l'école de Rennes à la place des médecins, en plus on a mis entre les deux l'ARS, composé de gens à titre personnel vachement bien. C'est pas, une fois de plus, ce n'est pas une critique des gens qui sont dans les institutions dont je parle. C'est pas ça du tout le sujet. Donc on a, et notre machine continuera à produire de l'effondrement des poutres essentielles, parce que pour la raison que je vous disais, fille aînée de l'Église, etc., etc. Et donc une désespérance. Oui, une communauté entière risque de quitter la France. Oui. Mais oui. Mais enfin, mes enfants, il va bien falloir qu'on... Et on ne va pas juste réagir à la télé en disant que c'est indigne, c'est scandaleux, c'est machin, je veux dire. Il va falloir, et c'est mon dernier message, ils sont ensemble et ils se trompent parce qu'ils ne sont pas pollinisés et au fond, ils n'ont pas de problèmes familiaux. Voilà. C'est-à-dire que pas de problèmes familiaux. L'éducation, elle est faite. Il y a la cellule familiale, il y a Academia qui viendra en soutien, enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'ils sont capables de vous écrire une note du Trésor en disant on n'a pas besoin de 500 000 logements en France, 230 000, ça suffit. Ils peuvent vous expliquer que les contrats aidés, vraiment, c'est pas bien. J'ai envie de le dire. Mais c'est quoi, toi? C'est pas un contrat aidé, inspecteur des finances? T'es même plus aidé qu'eux. Et donc, il faut bien qu'on se rende compte que ceux qui... Parce que, au fond, maintenant... Alors, le problème organisationnel, le problème culturel. Et maintenant, le problème idéologique. Il n'y a que deux regards possibles. Ou le leur, qui consiste à dire que leur génie organisationnel et managérial va ruisseler sur les Français, ou ceux qui pensent, comme moi, que la force d'une chaîne, c'est celle de son maillon le plus faible, et qu'un pays se redresse exclusivement par la mobilisation de l'ensemble de ses ressources humaines. Il n'y a que deux regards possibles. Et alors on peut dire que le premier sujet, il est organisationnel. Non, il n'est pas organisationnel. Il est dans l'agilité. Parce que évidemment, si la province, avec son exécutif de province, ses lois de province, eh bien, elle est en Bruxelles, elle va être beaucoup plus agile qu'un type de 23 ans ou de 25 ans ou de 32 ans qui est à Bercy, à la direction du logement à Bercy. Enfin, je veux dire, ça me paraît tellement simple et tellement évident. Mais quand je dis ça, moi, je ne suis pas anti-État. Je suis pour un État fort et puissant. Pour un État qui pousse l'Europe à ce qu'on ait une stratégie d'ARPA, hein, l'alliance entre le militaire et le civil, la balistique, le quantique, etc. Ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne fait plus. On a des groupes qui le font, mais on ne le fait plus. Et vraiment, ce qui me chagrine, moi, c'est, au fond, il y a un certain mépris pour les métiers de l'humain dans ce groupe organisé. L'écologie, c'est pour les filles, mais la santé aussi. Moi, je voyais, j'étais l'autre jour à invitation de Rodolphe, je ne sais pas où, avec les chefs de pôle des équipes de réussite éducative. J'ai vu une armée en larmes, en pleurs. C'est plus possible. Il faut bien comprendre que on a ce sujet organisé, ce sujet culturel, et on a la priorité absolue. Elle est très simple, la priorité de la France. Nous devons redevenir ce que nous avons toujours été,
le pays avec la jeunesse la mieux éduquée du monde. Éduquée scientifiquement, éduquée culturellement. Je veux dire, avant c'était assez simple, les familles étaient peu monoparentales. Les hussards de la République avaient un système face à eux qui était homogène, à peu près. Et troisièmement, quand le gamin sortait des clous, il y avait ou la matrice marxiste ou la matrice chrétienne. Donc tout ça, c'était un tissu complémentaire qui permettait à l'éducation. Tout ça a pété. Je rajoute les 4h22 de téléphone portable ou de trucs dans la journée. Il faut se rendre compte du degré de dégradation de la jeunesse de France. Les chiffres sont clairs. Les perdus de vue, 3 points de PIB, ça nous coûte. Mais si 100% de la jeunesse de France était formée en forme, et bien orientée, pas moi qui le dis, c'est le MEDEF hier, exactement dans sa réunion sur comment dresser la France. Eh bien ça, c'est plus 3% de croissance. L'écart, il fait 6%. C'est-à-dire que la prospérité de la France, comme celle de Singapour, comme celle de la Corée du Sud, ça va passer par le Trésor français. Et le Trésor français, c'est sa jeunesse. Ni plus, ni moins. Et c'est pour ça que... Et je vais vous dire, c'est pas un rêve que je suis en train de vous dire. Et je le dis à Orléans, Serge, à Orléans. Ce n'est qu'un indicateur. Mais quand la délinquance des enfants a baissé de 91% en 20 ans, c'est un indicateur. Mais un indicateur qui raconte tellement. Mais ça, c'est fait comment? Par une politique de la ville d'Orléans socio-éducative. Il n'y a pas un gamin à Orléans qui, quand il va ou pas bien lui, ou pas bien pour les autres, il ne soit pas tout de suite pris en charge de manière immédiate, avec un dispositif absolument invraisemblable. Mais je pourrais citer ici, pardon, je ne connais pas l'histoire des différentes communes, et m'en veuillez pas, je peux en citer 2 que je connais bien. C'est Valenciennes avec le pôle enfance, où c'est exactement la même chose, ou dans un endroit encore plus complexe à Garges-les-Gonesse, chez notre ami Jiménez. Il faut voir le travail qui est fait par l'insertion par le sport extraordinaire de Jiménez. Donc moi, je dis, la jeunesse de France, c'est la priorité. Qui va le faire? Plus exactement, où sont les ressources? C'est bien réfléchi. Les ressources, elles ne peuvent pas venir de ceux qui ont toujours pensé de la même manière. Que ces sujets, c'était des sujets annexes. Ça, c'est pas possible. Bon. Donc si on regarde bien, quels sont les trucs qui fonctionnent bien? Alors je vais vous dire, les ressources, elles sont dans les collectivités. Et je ne le dis pas par démagogie, parce que l'UDI est plutôt pour proche. En vrai de vrai. Pourquoi? Pas parce que les maires sont mieux, hommes ou femmes, que les autres, sont plus vertueux, non. Parce que ça t'amène à gérer de la complexité. De la complexité. Et des complexités, des contradictions, essayer de trouver ce qu'il y a de meilleur pour le collectif et pour chacun des membres du collectif. C'est la gestion de la complexité. Et puis il y a un deuxième univers où il y a de la ressource extraordinaire. Vous savez ce que c'est? Je veux dire, la France est un pays individualiste, d'accord, méprise le sport à l'école, d'accord, méprise le sport à l'université, d'accord, et pourtant est la première nation sportive du monde. Oh, c'est bizarre. C'est quand même bizarre ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un univers dans lequel les petits hommes en gris n'ont jamais pu prendre le pouvoir. C'est un univers qui est autogéré, autoporté. C'est 17 millions de licenciés. 17 millions de licenciés. Est-ce que vous savez combien il y a de matchs de foot amateurs en France tous les ans? C'est-à-dire un match organisé, ça veut dire faire venir des gamins, ça veut dire des remplaçants, 2 membres de la Ligue, 3 arbitres, 1 médecin, enfin c'est une organisation. Hein. 1 million de matchs par an. Dans le sport, il y a 6 millions de bénévoles.
6 millions de bénévoles. Ça marche comme ça. Donc les ressources françaises, elles sont dans les clubs de sport, de culture, de musique, peu importe. Bon. Il faut que tous les gamins de France aient trouvé leur talent. En gros, l'après-midi, le matin, j'enseigne les fondamentaux. Là, alors, je ne vais pas discuter des rythmes scolaires, mais la philosophie générale. Et pour le reste, tous nos enfants vont trouver leur talent. Et je vous garantis, alors, entre 3 et 7 ans, puisque c'est là qu'il y a la première vraie rupture, puis entre 7 à la puberté, puis après la puberté, c'est d'autres dispositifs. Qui peut le faire? Les élus? Les clubs organisés, beaucoup plus impliqués. Je vais vous donner des chiffres effrayants sur ça. L'année dernière, 80 000 jeunes Français ou Françaises ont frappé à la porte d'un club de basket et n'ont pas pu être reçus, faute d'encadrement et d'équipement. J'ai rencontré un très grand nombre des grandes fédés de sport français. Alors les équipements, je ne parle pas des grands trucs régionaux, hein, mais les équipements en vrai, ils ont plus de 40 ans. Les toilettes pour les filles, vous oubliez. Ils estiment qu'ils ont refusé l'année dernière au total entre 350 et 400 000 jeunes. L'avantage des clubs, mais que ce soit des clubs de musique ou de sport, c'est qu'il y a des règles du jeu, il y a des horaires, il y a de la gestion de satisfaction, il y a de la gestion de frustration. Il y a le code d'honneur de l'art, du sport, peu importe, le code d'honneur. Cette jeunesse, elle a besoin de ça. Donc, qui sont les acteurs? Les élus, les grandes organisations qui vivent, en partie d'ailleurs avec des bénévoles, donc sport, culture et autres passions, et puis les partenaires sociaux. Moi, je suis tellement taraudé par ça, je suis tellement certain que l'ordination de la France, y compris sa croissance économique, va passer par ça. Sur toute la chaîne de 3 à 20 ans, 22 ans. Tellement convaincu que, évidemment, j'en ai parlé au MEDEF avec Patrick Martin. Patrick m'a dit, écoute Jean-Louis, s'il y a un plan organisé avec les élus et avec tous les partenaires, les 222 000 entreprises françaises seront présentes, d'une manière ou d'une autre. C'est pour nous la priorité. Nous n'arriverons pas dans des tas de métiers à recruter. C'est plus possible. On a un problème avec la jeunesse de France. Il y a ici Jean-Philippe Assensi, il appelle, c'est le coaching sportif, les coachs d'entraînement, ils ont des accords avec la fédération bancaire. Enfin, je veux dire, faut voir où on en est en vrai. C'était extraordinaire. Donc, le paritarisme. Donc, j'ai vu, il ne faudra pas de le dire, patron de défaut. J'ai pris rendez-vous avec Madame Léon, je vais prendre rendez-vous avec la CGT, avec la CGC. Enfin, le paritarisme, c'est pas loin de 500 milliards de gestion. Enfin, moi, je propose une mobilisation absolue. C'est une épopée, ramener la jeunesse de France au top du monde. Au top technologique, au top intellectuel, au top comportemental, au top artistique. Putain, mais on sait le faire. C'est juste un problème d'organisation. Voilà. Donc ici, moi j'en appelle, puisque nous avons ici des élus. Oui, les hussards, bien sûr. Les parlementaires, les ministres, les anciens ministres. Des présidents de la fédération des villes, Gilles, avec tes collègues, j'en ai parlé à l'association des villes sous préfecture, ces 230 villes qui sont en train de, voilà, qui sont un peu en déprime. Il faut en parler aussi avec les opérateurs. Moi, je vais dire ma conviction vraiment absolue. Alors, bon, il y a des tas d'autres sujets de l'action publique, mais il faut avoir des idées et des choses assez simples. La réorganisation totale qui va nous permettre l'efficacité, ça c'est totalement clair. Un changement culturel majeur. Et si on ne transfère pas aux provinces,
pardon de le dire au président du groupe centriste au Sénat. Enfin, il n'est pas en cause, mais je pense que tant qu'on laissera la norme à Paris, on aura toujours ce système embolisé de normes qui s'aggraveront. C'est impossible autrement. Donc moi, je suis pour un transfert clair à des parlements de province avec un exécutif avec des nouvelles règles que chaque province va définir. Et puis, pour ce qui relève de la collectivité nationale et de son avenir, évidemment, un système plus national. Alors, tout ça mérite d'être sophistiqué. Mais ce dont je suis certain, le système hybridé français est mort. Et on va chercher des boucs émissaires, les vieux, les machins, les jeunes, je ne sais pas quoi. De toute façon, on va mettre des rustines qui coûteront de plus en plus cher, parce que, comme dans tous les systèmes qui vont mal, vous savez très bien qu'on fait de la cavalerie verbale, gestuelle, financière, peu importe. Mais ça ne peut pas être autrement. Voilà, 13 ans après, je suis venu vous dire ça. Je pense que ça dépend en partie de vous. Il y a assez de puissance dans cette salle, assez de puissance pour déclarer cette mobilisation générale pour la jeunesse de France, c'est-à-dire pour l'avenir de notre pays en termes de croissance et en termes de cohésion. Merci.